Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc aujourd'hui, vidéo sur l'IA, comme tous les jours de cette semaine, vu qu'on est dans la semaine de l'IA. Donc je rappelle, on fait que des sujets d'IA cette semaine. Donc cinquième vidéo, on va parler gros projet IA par la capitalisation, grosse hype, gros pump et marketplace. On va donc parler de Singularity Net avec son token, le AGIX. Comme d'habitude, on va faire une présentation du projet, on parlera technologie, service, produit, donc en gros, qu'est-ce qu'ils nous proposent. On parlera tokenomique pour voir à quoi ça ressemble, parce que c'est quand même ça qu'on achète. Et ensuite, je vous ferai un rapport sur les forces et les faiblesses que j'ai détectées, ce que je pense du projet, et on ira voir graphiquement à quoi ça ressemble, pour voir un petit peu ce qu'il a fait et s'il y a des zones sur lesquelles c'est intéressant d'acheter. Donc on commence tout de suite. Singularity Net, avec son token le HX, qui vaut, au moment où je fais la vidéo, à peu près 42 centimes de dollars. On est en 83e position, donc ça va me permettre de le mettre également dans mon challenge crypto, ça c'est cool. Capitalisation 500 millions de dollars, volume 300 millions, donc des beaux volumes là encore. Bien évidemment, on est sur des tokens très très échangés, dû à la hype de l'IA. Vous voyez que sur l'année, ça a pris 238%. On ira voir un peu plus en détail, c'est vraiment des trucs assez fous. Donc le projet, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit, on va parler marketplace, et j'ai mis entre parenthèses énorme parce que certains le vendent déjà comme un énorme projet, comme le plus gros projet de marketplace d'IA. Bon, on verra bien. C'est quoi une marketplace? C'est un endroit où vous pouvez acheter, vendre et tester des services d'IA. Pensez Amazon, mais pour des IA différentes, quelle que soit leur utilité. Ça existe depuis 2017, en tout cas le projet a été lancé en 2017. On a une grosse équipe derrière, des scientifiques, des gens calés dans le milieu tech, notamment le docteur Ben Goertzel. Notez dans les points intéressants qu'il y a une migration qui a eu lieu en 2021. D'abord, le projet était sur Ethereum et il a migré vers Cardano. Ça a entraîné quelque chose d'assez intéressant, qui n'est pas forcément lié, mais qui s'est fait en même temps, qui était la création de plus de tokens pour la supply. C'est-à-dire qu'on a une supply de base qui était de 1 milliard, et ils ont décidé d'en créer 1 milliard de plus. Donc ça a été un vote qui a été fait, et donc au niveau de la fondation, qui a été validé, et donc ils ont créé, du coup ils sont passés de 1 milliard à 2 milliards de supply, ce qui est quand même assez dingue. Sachez que ce nouveau milliard est émis sur 91 années, donc ça va, on a quand même un lissage dans le temps qui ne devrait pas être trop impactant, et que 50% de ces tokens vont à la fondation, donc ils veulent redonner du pouvoir, je pense, à leur fondation, parce que lors de l'ICO, ils ont donné 50% des jetons à leurs investisseurs, et notamment à Binance. On ira voir ça dans la partie tokenomique. Juste un point sur l'ICO, ils ont levé 36 millions, et selon ce que j'ai pu lire dans les différents articles, ils auraient même levé ces 36 millions en une minute, ce qui est quand même assez dingue. Il devait y avoir une très grosse hype autour du projet à ce moment-là. Donc voilà pour l'overview du projet. On va parler maintenant de la tech. Donc, au niveau du consensus, ça va être assez simple. On est sur du Delegated Proof of Stake, hein, c'est ce qui se passe sur Cardano. Donc, concrètement, c'est du Proof of Stake. Donc, je rappelle rapidement, on a des validateurs, donc les gens qui font tourner la blockchain, qui vérifient les transactions et qui, en fait, peuvent être des validateurs parce qu'ils stockent des tokens, ils les stackent pour être précis. Donc, ils les stackent, ça veut dire qu'ils les mettent de côté et ils sont rémunérés pour ça. Donc, ils ne peuvent pas les utiliser, ils sont bloqués. Delegated Proof of Stake, c'est une version un peu modifiée du Proof of Stake dans laquelle les validateurs sont en fait choisis. Il y a des conditions assez importantes pour être un validateur. Et donc là, quand vous allez acheter quelques tokens et que vous voulez les stacker, vous n'allez pas pouvoir être un validateur. Vous allez en fait prêter vos tokens à des plus grosses entités qui ont des gros nœuds et qui vont en fait stacker pour vous et vous donner du rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un système qui est plus centralisé que sur un proof of stake classique. En général, ça amène aussi un système un peu plus rapide, un peu plus efficace. Mais voilà, on a cette particularité-là qu'on est plus centralisé, ce qui n'est pas forcément apprécié. Donc qu'est-ce qu'on nous propose concrètement? Comme je l'ai dit, c'est une marketplace, donc c'est très clair, hein. Pensez Amazon, mais sur laquelle vous allez acheter non pas vos outils de jardinage ou vos bouquins, mais des services d'IA parce que vous en avez besoin pour telle ou telle activité ou parce que vous voulez faire des tests. Enfin voilà, c'est vraiment ça l'idée. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup plus, c'est ça qu'ils proposent. Le but, c'est de démocratiser du coup la création, le partage et la monétisation d'outils d'IA. Donc il y a quand même cette notion que on va permettre aux gens, aux développeurs surtout qui produisent des IA, de se rémunérer. Et donc je me pose la question de pourquoi la blockchain, parce que pourquoi ne pas le faire dans le Web 2 en fait? Qu'est-ce que va apporter la blockchain? Donc dans de précédents de vidéos, on a vu sur différents projets qu'ils mettaient en avant la décentralisation, sauf que ici c'est quand même très relatif, hein, comme je viens de le dire avec Cardano, le DPoS, bon,
La décentralisation, moi, je suis pas convaincu. Par contre, il y a la transparence. La transparence, ça peut être un point intéressant pour voir vraiment ce qui se passe, les transactions, etc. Et le point qui n'est pas forcément mis en avant, mais qui peut être pertinent, ça peut être les coûts de transaction qui peuvent être beaucoup plus faibles et peut-être éventuellement d'autres intérêts que je n'ai pas encore trouvé évidents. N'hésitez pas à les partager si vous en voyez. En tout cas, ils ont décidé de passer par là. C'est peut-être aussi pour de la hype, je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'ils font. Moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, les gens qui vont chercher des services d'IA, des marketplaces d'IA, vont pas forcément se tourner de façon instinctive vers le Web 3, mais plutôt vers le Web 2 et vers d'ailleurs des acteurs comme Amazon. Donc, bon, à voir s'ils arriveront à faire quelque chose. En tout cas, c'est la direction qu'ils ont pris. L'autre point, du coup, qui là me semble par contre intéressant, c'est une espèce d'interopérabilité possible entre différents services d'IA. C'est-à-dire que comme sur la plateforme, on va trouver plein de services différents, eux vont proposer certains systèmes qui vont permettre de les faire communiquer et fonctionner ensemble. Et là, ok, il y a une vraie valeur ajoutée qui est intéressante. Donc ça, d'accord, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas exactement ce que ça donnera concrètement, mais pourquoi pas. Donc au niveau tech, c'est tout ce que j'ai à dire. On va parler du coup tokenomics maintenant. Donc vous voyez 500 millions en termes de capitalisation de marché. Très bien, on voit une capitalisation fully diluted, donc la complète, qui est de 800 millions. Pourquoi? Parce que du coup, on a une offre max de 2 milliards de tokens et il y a 1,2 milliard à peu près qui sont émis. Comme j'ai dit, le reste va mettre un certain temps à être émis, 91 années, 90 maintenant. Donc de ce côté-là, on n'est pas trop inquiet. Même s'il n'y a que 60% qui sont émis, je trouve que c'est pas trop inquiétant au vu du laps de temps qu'on a pour émettre des tokens. Par contre, la répartition, ça, c'est un autre point. Donc au milieu, le carré noir que vous voyez, c'était la répartition initiale, donc le premier milliard en fait. Et vous voyez qu'effectivement, 50% sont allés en token sale, et je pense que beaucoup sont allés chez Binance. Je vous montre après pourquoi. On voit que la team n'avait pas gardé tant que ça. 18%, et il y a 4% pour les bounty. Donc le bounty, c'est cool, c'est en fait une rémunération qui est prévue pour les white hats, donc les hackers, les développeurs, les gens qui cherchent en fait des problèmes à résoudre dans le code et qui vont les mettre en avant pour solutionner les problèmes du projet. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien, c'est une bonne idée. Et on voit qu'effectivement, dans un premier temps, en fait, la team s'est gardée assez peu de tokens. Là où il y a plein de projets qui ont presque 50% de tokens au niveau des équipes et des fondations, là, ils en avaient que 18. Donc ça peut avoir du sens, effectivement, de vouloir recréer du token pour reprendre de la place. Parce que ce que je vous propose, c'est qu'on regarde déjà sur le fromage, le camembert à droite. Vous voyez que Binance, ils ont 70% des tokens d'exchange. Hein. C'est que les exchanges. Donc Binance 70%, KuCoin 7%, et le reste, bon, c'est beaucoup moins. Et le point en fait qui est important et qu'on aimerait savoir, c'est combien Binance ils ont dans la masse totale. Et là, j'ai trouvé un document assez intéressant, je vous montre la page d'après. Donc c'est les plus grosses adresses qui ont du token AGX. Là, je vous en ai mis que 8, il y en a évidemment beaucoup plus, mais rien que sur ces 8 là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que Binance, ils ont déjà 4 adresses. Vous voyez Binance 8, c'est la première, Binance 7, Binance 28, Binance 14. Et ça représente combien de tokens si on additionne rien que ces 4 adresses? Sachez qu'en tout, j'en ai répertorié 40. C'est énorme, mais c'est pas le problème, le nombre d'adresses. Le problème, c'est le nombre de tokens. Et donc, si on regarde, rien que là, on est sur 400 millions de tokens environ. Donc, ça veut dire que Binance, ils ont plus que 400 millions de tokens. Et donc, je reviens sur la page d'avant. On est sur une supply de 1 milliard de 400 millions, ça fait un tiers des tokens. Vous voyez? Donc rien qu'avec les 4 plus grosses adresses de Binance, on a déjà un quart des tokens. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Binance, en fait, contrôle une grosse partie, peut-être pas l'essentiel, mais une grosse partie des tokens AGX. Donc ça, il faut faire très attention. Quand on sait que 50% des tokens nouvellement émis vont à la fondation, ça veut dire que globalement, on a deux énormes entités qui vont contrôler le token, à savoir Binance et la fondation en question. Donc, manipulation possible, faites attention. Et je reviens maintenant sur l'utilité du token. Il sert, donc comme je l'ai dit, au stacking, il sert à la gouvernance, et là pour le coup, elle a bien été utilisée, vu qu'ils ont permis la création de plus de tokens. Le problème, c'est que comme on est en DPoS, la gouvernance est elle aussi plutôt centralisée. Et je mets un point d'interrogation à la partie paiement et accès, parce que je suppose que, comme c'est une marketplace, il faudra des tokens, il faudra payer en tokens pour acheter les différents services qu'on va trouver dessus, ça me paraît logique, mais pour le moment, je ne crois pas que ça ait lieu d'exister. Au niveau de la TVL, donc Total Value Lock, hein, donc le nombre de tokens AGX qui sont bloqués dans l'écosystème, on est à 36 millions de dollars, ce qui est assez faible, ça fait aux alentours de 5-6% de la capitalisation de marché, donc c'est pas énorme, vous le voyez. Les gens ne stackent pas beaucoup, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils achètent, qu'ils vendent et surtout qu'ils spéculent, en tout cas en ce moment. En tout cas, c'est ce que moi je comprends.
Maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose du coup qu'on fasse un petit récap, qu'on se fasse du coup les forces et les faiblesses. Donc qu'est-ce que moi je décèle? Un potentiel important, oui. Effectivement, l'idée d'avoir une marketplace me semble être tout à fait pertinente. C'est pas les seuls à proposer ça, mais par contre, c'est les plus gros en termes de capitalisation. Donc c'est quand même pas négligeable. L'idée et l'usage me semblent être pertinents, surtout la partie interopérabilité. S'ils arrivent à bien la développer, moi je trouve ça bien et ça peut devenir quelque chose d'utile. Donc le fondamental, il est pas mal, il est acceptable, on va dire, selon mes critères, mais il n'est pas non plus incroyable, et il est surtout extrêmement dépendant de l'IA. Donc déjà, il faut devenir un leader dans les marketplaces d'IA, parce qu'il va y en avoir d'autres. Et l'autre point négatif, c'est qu'on est complètement dépendant déjà des développements de l'IA et de l'adoption de cette IA. C'est-à-dire que si les gens ne voient pas l'intérêt, n'ont pas envie ou ne savent pas comment acheter ou utiliser les IA, ils iront jamais sur la marketplace. Donc il y a quand même ce gros point-là qui, pour le moment, est un point noir à mon avis, parce qu'on n'en est pas du tout là. Là, ok, il y a eu ChatGPT qui a donné plein d'idées à plein de gens, il y a plein de vidéos sur comment améliorer telle ou telle chose, mais avant que les entreprises elles viennent vraiment se dire ok, j'ai besoin de tel ou tel système d'IA et donc il faut que j'aille en acheter, etc. On n'en y est pas encore là, et pour les particuliers, je pense pas non plus. C'est-à-dire que beaucoup d'IA pour le moment sont gratuites. Et quand elles sont payantes, elles le sont par elles-mêmes. Enfin, pour le moment, le système de marketplace, il n'est pas forcément hyper pertinent. Je pense qu'il deviendra à l'avenir, et c'est pas idiot de se lancer dessus, mais pour le moment, on n'est pas forcément vraiment dans un besoin. Donc attention, on est sur une grosse hype au niveau du token, mais je pense que vraiment ça peut redescendre parce que pour le moment, au niveau du fondamental, il n'y a pas tant que ça à dire. Au niveau du point de vue économique, on a une supply max, donc ça c'est déjà un point qu'on apprécie quand on est investisseur, parce que ça veut dire que théoriquement, on n'est pas censé se faire diluer à partir d'un certain point. Et donc c'est quelque chose qu'on apprécie. Par contre, ils l'ont déjà multiplié par deux, donc moi quand j'apprends qu'ils l'ont fait une fois, qu'est-ce qui les empêche de le refaire, hein? Qu'est-ce qui les empêche de refaire un vote pour réaugmenter la supply? Ça, du coup, c'est un truc auquel je ferai attention. Deuxième point, il y a quand même une bonne partie des tokens qui ont été libérés, et le reste sera émis sur 90 ans, donc je ne suis pas inquiet de ce côté-là, donc ça c'est quand même bien. Et ils ont des gros partenaires, ils ont Cardano du coup, ils ont Binance. Le problème avec Binance, c'est qu'il a, comme on l'a dit, une énorme participation dans les tokens, et si Binance décide de vendre, j'en sais rien, ne serait-ce que 10, 15 ou 20% de la masse de tokens qu'il a, le prix va dump fort. Ça c'est très probable. Donc il faut faire attention à ça. Et quand on est sur des valeurs hautes, comme c'est le cas en ce moment, il faut se dire que ça peut monter, mais ça peut aussi vraiment baisser très vite. Donc attention. Il y a aussi un gros poids du coup de l'équipe et surtout de la fondation maintenant, parce que la fondation va recevoir tous les mois, toutes les années pardon, des tokens, 50% du milliard qui est en cours d'émission. Donc ça veut dire que dans quelques années, si on reste sur le statut qu'on a actuellement en termes de quantité de tokens, la fondation et Binance vont contrôler l'essentiel des tokens de ce projet-là. Donc effectivement, s'il devient énorme, bah, du coup, ils auront un énorme contrôle sur ce projet-là. C'est peut-être ça le plan, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce que je vois dans les données de tokenomics. Et par contre, ce qui est une évidence, c'est que le prix est manipulable. Quand on a la moitié des tokens, on peut très facilement manipuler le cours, le faire monter, le faire descendre. Donc, mon point sur la tokenomics, c'est faites attention. C'est vraiment un token où tout peut arriver. Il faut faire très attention. Surtout, éviter les leviers sur ce genre de truc-là. C'est extrêmement dangereux. Maintenant que tout ça est dit, on va passer à l'analyse graphique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le graphique sur TradingView. C'est d'ailleurs les données de Binance. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a des données qui sont ici, donc qui datent d'octobre 2022. C'est beaucoup trop léger. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller sur CoinMarketCap pour se donner une idée de l'existence du token. Donc, sur CoinMarketCap, les données sont plus anciennes. Vous voyez, on est là en 2018, début 2018, et on a un token à 1,49 qui chute énormément jusqu'à du coup l'été 2018 où on a un espèce de plat pendant 2 ans et demi quasiment, jusqu'à été 2020. Pendant 2 ans du coup, ouais, et une hausse ici, donc 6 mois plus tard. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. C'est ces deux pics-là. Donc c'est en fait 2021, c'est les deux parties du bull run. Donc on a le printemps ici, on a touché les 0,52. Donc vous voyez, on part de très bas, 0,20 pardon, et on va jusqu'à 0,50. Donc c'est quand même un fois 20, fois 25, donc c'est quand même considérable, pour redescendre directement après, hein. Dans les mois qui ont suivi, on est redescendu à 0,040, vous voyez. Donc on a reperdu 90% pour remonter encore plus haut, 0,06. Donc vous voyez, est-ce que vous n'avez pas un peu la sensation qu'il y a des acteurs qui font ce qu'ils veulent? Moi, j'en sais rien. Mais quand je vois des mouvements
aussi dingue, je me dis, faut faire quand même attention, parce que là c'est assez fou quand même en termes de volume. Donc évidemment on est sur des petites capitalisations, le moindre achat, la moindre vente quand il y a quelques millions en jeu, fait des dingueries totales, mais là c'est vraiment ce qu'on observe. Et donc pendant tout 2022, bon bah voilà, ça a glissé, jusqu'à retourner sur les plus bas. Donc on était autour de 0,040, on est allé je pense encore plus bas que ça, pas beaucoup plus bas, d'accord, donc autour de 0,040, pour complètement pump, ici, donc on a touché les 0,60 il y a quelques jours, je crois que c'était il y a 3 jours. Donc quand vous voyez ces informations-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même une probabilité non nulle qu'on redescende sur ces points-là, et que ce serait plutôt dans cette zone-là qu'il faudrait acheter? Moi, c'est ce que je me dis, donc j'attends. J'ai aucune garantie, bien évidemment, le truc peut continuer à pump complètement, c'est possible. Mais quand je vois ce graphique-là, j'ai envie d'attendre. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on retourne sur TradingView, et donc, je vous ai mis en jaune l'ATH le plus haut, en tout cas le plus haut point qu'on ait vu, qui était à 1,49, et donc les deux précédents ATH, donc de 2021, qui étaient à 0,54 et 0,60. Donc vous voyez qu'on a buté dessus déjà il y a quelques jours, on l'a passé pour redescendre directement, et depuis on est légèrement en baisse, parce que Bitcoin est légèrement en baisse. Mais là où Bitcoin a perdu quelque chose comme 7%, là je crois que ça fait de l'ordre de 7%, donc là c'est la courbe de Bitcoin. Vous voyez sur 3 jours on a perdu, c'est ça, on a perdu 6% et demi, 7%. Et le AGX, lui, il a perdu combien? Il a perdu 40%, voire 45% du plus haut au plus bas. Attention, Bitcoin peut largement reperdre 7%, il n'y a aucun souci avec ça. Si ça repère 40%, où est-ce qu'on va? Je vous pose la question, là, 40%, on retourne ici, hein. Donc on est quasiment sur les zones que j'ai tracées. Et moi, personnellement, je ne pense pas entrer sur ce genre de projet avant qu'on arrive sur des zones un peu plus raisonnables. Raisonnables dans le sens où il y a eu du travail, il y a eu une période de consolidation. Donc plutôt ici, au niveau de 0,20, 0,22, voire plus bas, hein. On peut très bien se dire qu'on attend les 0,07. C'est pas un problème, 0,08. Moi, ça me semble pas être idiot d'attendre ça. J'en sais rien. Peut-être que ça va pump. J'en ai aucune idée, honnêtement, je ne sais pas du tout ce que le marché va faire. Mais quand je vois ça et quand je vois les données que j'ai eues avant sur CoinMarketCap, je ferai très très attention. Par contre, si on retourne dans ces zones-là, je considérerais un achat très sérieusement, quitte à garder l'investissement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que il y a de bonnes chances que ça remonte très très fort à un moment ou un autre. Donc voilà, vous avez mon point de vue sur AGX, hein. Je vous propose du coup d'arrêter la vidéo maintenant. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.